Bonjour, je m'appelle Nicole Carsanti, médecin nutritionniste installée à Montpellier en cabinet libéral. Mon activité, essentiellement répartie en 3 pôles, médical, nutritionnel et psychocomportemental. Et vous voyez que le médical est la plus petite partie. Pourquoi les 3 aspects? Parce que nous ne sommes pas des blocs fermés et séparés entre eux, tout est relié. Et chaque chose se potentialise. La patientèle, essentiellement féminine, essentiellement des problèmes de poids, type surpoids, avec très souvent associé un syndrome métabolique et des troubles du comportement alimentaire. Pourquoi intégrer les outils ACT? Eh bien parce que par l'abord nutritionnel seul, on crée une restriction cognitive avec un cercle infernal qui est au départ l'injonction des apports alimentaires restrictifs. Donc on ignore les sensations de faim, la sensation de plaisir, on crée une faim et une peur du manque, et bien sûr on finit par craquer, et ça entraîne une culpabilité, des yo-yo par les multiples régimes, et une énorme frustration, sensation d'échec, baisse de l'estime de soi. Et bien sûr, ça vous rappelle quelque chose, il y a une souffrance, une inefficacité de la lutte, une focalisation sur le problème et une rigidité psychologique. Mes outils sont puisés parmi essentiellement le mindfulness, mindful eating et l'ACT. Également, techniques d'entretien motivationnel, des outils de TCC et un peu d'hypnose conversationnelle. Et la relation thérapeutique, bien sûr. Les objectifs pour le patient seront de renforcer l'estime de soi, de diminuer la restriction cognitive, de reconnaître les sensations de faim, de satiété et de les respecter, de devenir gourmet et d'éclaircir ce qui a du sens dans sa vie pour s'engager dans d'autres projets. Déjà, au départ, dans la salle d'attente, la fiche de renseignement avec certains items utilisables par la suite en acte, comme les hobbies, l'activité physique, la vie sociale, le comportement alimentaire. Durant la première consultation, 3 questions sont posées. Pourquoi selon vous ce problème de poids? Pourquoi vouloir le traiter aujourd'hui? Quelles sont vos attentes? Ça permet d'aider le patient à définir clairement le problème et les objectifs. Durant l'entretien, j'utilise comme outil la matrice de Kevin Polk, où je marque les points qui ont du sens pour le patient, ce qui le fait réagir à l'encontre de ce sens. Je ne lui montre pas cette matrice, elle est pour moi en note dans un premier temps. Voici la matrice que j'utilise, et voici ce que ça donne. Donc ce qu'elle n'aime pas ressentir, être grosse, la peur, l'injustice, le fait d'avoir faim, les contrariétés, la culpabilité. Ce qu'elle fait comme réaction pour solutionner ça, les régimes stricts, manger trop, manger vite, manger comme échappatoire. Ce qui peut être un sens pour elle, bien-être physique, santé, mari, la confiance en elle, qui n'est pas en soi une valeur, mais qui pourra être utilisée après. Et alors, si cette confiance en elle, en vous, était là, qu'est-ce que vous feriez? Et les actions qu'elle a déjà faites, comme par exemple de venir en consultation, là une inscription à l'aquabike, et en cours de consultation, ce qu'on arrive à négocier ensemble, par exemple prête à préparer un repas et à l'emporter au travail, et prête à revenir à pied une fois par semaine. Puis, toujours dans cette première consultation, il y a l'abord médical et nutritionnel, qui est orienté vers ce qui physiologiquement peut provoquer un trouble comportemental, comme surtout les hypoglycémies, qui entraînent toujours des compulsions, et la fatigue, surtout chez les femmes, souvent à cause d'un manque de fer ou bien de problèmes thyroïdiens. Puis, il y a toujours des conseils nutritionnels, mais qui sont surtout dans le qualitatif, adaptés au goût du patient, et qui ont pour but pour moi d'éviter chez eux les hypoglycémies
de leur faire dédramatiser certains aliments, les aliments tabous, et de faire valoir le plaisir et la dégustation. La deuxième consultation, en général 2 semaines plus tard, donc je vois les patients toutes les 3 semaines s'il y a une prise en charge du trouble du comportement alimentaire, ou toutes les 4 semaines pour les autres. Et je trouve que c'est pas mal de les voir à distance, parce que ça leur laisse cette possibilité d'être indépendants et de se sentir vraiment acteurs de leur guérison. Donc souvent, dans cette deuxième consultation, il y a des bons résultats au départ. Et puis s'il n'y a pas de trouble du comportement, si tout va bien, je ne présente pas l'acte. Je reprends juste le plaisir, la dégustation, l'activité physique, le qualitatif au niveau de l'assiette. Et j'aborderai l'acte juste par touche, sans le définir, comme par exemple pour pousser à l'engagement dans des projets autres, s'il y a des difficultés. Par contre, s'il y a un trouble du comportement actuel ou s'il était ancien et durable, eh bien là j'expose l'acte et j'utilise pour ceci la matrice. Ça donne ça. Donc la partie ce que je n'aime pas ressentir qui se présente sur mon chemin vers ce qui a du sens pour moi, ce que j'ai fait pour l'éviter, si ça marche ou pas, si ça m'éloigne de ce qui a du sens ou pas. Et puis côté bleu, eh bien ce qui est important pour moi et ce que je fais pour m'en rapprocher, quitte à accepter un certain inconfort. Et c'est moi qui observe. L'intérêt de la matrice sur papier, c'est qu'elle est pliable. Et donc je peux, devant lui montrer que la partie gauche, quel est le prix de tout ça, que la partie droite, vers quoi vous voulez aller, puis que la partie basse, en même temps que vos ressentis, vos pensées vous guident vers ce qui a du sens, eh bien ça peut vous faire aussi réagir dans une direction qui vous en éloigne, ou que la partie haute, où on n'a que des comportements et qu'il n'y a que le patient qui sache si ses actions le rapprochent ou l'éloignent de ce qui a du sens. Alors, il y a toujours des exercices à faire à la maison. Ces exercices sont repris en consultation pour aider à éclaircir les valeurs, les objectifs actions, la lutte inefficace et les souffrances réactions, pour reconnaître les pièges, pour la pleine conscience et la dégustation. Donc, comme premier outil, notez les prochains jours, les moments où vous vous êtes senti vraiment bien. Donc, c'est vraiment au hasard du vécu. Par exemple, je nourris mon fils, j'emmène mon fils au rugby. Et ça permet d'élargir à ce qui a du sens pour la personne. Parce qu'il y a souvent des difficultés à trouver ce qui a du sens pour cette personne. Deuxième outil, la fiche de vie de Benjamin Schendorf, avec objectif, action vers mes valeurs et ce que j'ai observé. Et elle peut être déclinée à l'endroit ou à l'envers. À l'endroit, là, c'est l'action dirigée. Je sais ce que je veux comme objectif, quelles actions je fais, et puis j'observe quand ça se passe. Et à l'envers, elle permet l'observation avec les moments où je me suis sentie satisfait, mais profondément satisfait. Ben, qu'est-ce qu'il y a eu avant comme action? À quel objectif ça correspondrait? Et à quelle valeur cet objectif correspondrait? Et pris à l'envers, c'est vraiment très intéressant pour le patient, pour l'aider à découvrir ce qui a du sens pour lui. Deuxième versant de la fiche de vie, c'est concernant les souffrances avec les actions-réactions et puis les observations. Et de nouveau, à l'endroit et à l'envers. Ça permet de déceler les pièges. Donc quand le piège est connu, de déceler quand on y tombe. Et puis de les découvrir, sinon, quand on ne les connaît pas, à partir de l'observation, on s'est senti mal, qu'est-ce qu'il y a eu avant, et ça peut correspondre à quelle souffrance. Autre outil, mindfulness, mindful eating, que je fais quasiment systématiquement en début de suivi, donc 3e ou 4e consultation, sauf les patients vraiment réfractaires. Pourquoi? Parce que cet outil permet de pratiquer la diffusion, l'acceptation, de se recentrer dans le moment présent et de déguster. D'après Jon Kabat-Zinn, donc au cabinet,
Et je fais également beaucoup d'exercices de mindful eating, donc manger en pleine conscience, certains au cabinet, d'autres à domicile. Alors par exemple, à domicile, de se servir beaucoup au-delà de sa faim et de savoir laisser dans l'assiette, exercice de dégustation. Donc un exemple qui est fait au cabinet de manger en pleine conscience est reconnaître et estimer la sensation de faim, donc de lui donner une valeur entre 0 et 10, et puis pourquoi ils donnent cette valeur, qu'est-ce qui dans leur corps leur fait dire ça. À domicile, toujours pour estimer la sensation de faim, un semainier avec une évaluation de 0 à 10 des sensations de faim à plusieurs moments au cours du repas. Donc au début du repas, au milieu du plat principal, avant le dessert et en fin de repas. Autre outil, le cahier alimentaire comportemental, donc qui peut être à la suite du semainier précédent, et on lui demande d'observer les situations où il mange au-delà de sa faim ou quand il a une attitude pulsionnelle. Donc ça donne ça avec la situation, la sensation de faim estimée de 0 à 10, les pensées, par exemple un repas de famille chez la belle-mère, plus faim mais je ne veux pas la vexer quand elle me propose autre chose, les ressentis, tendus, contente ou autres, les comportements, donc là par exemple elle a mangé finalement trop vite et trop, les observations, donc contente au départ mais mal au ventre et puis le lendemain culpabilité, et les autres comportements possibles. Donc bien sûr c'est repris en consultation, et pour les autres comportements possibles, souvent on en parle ensemble parce que les solutions données par la patiente sont souvent drastiques et donc on reprend d'autres possibilités. Ce cahier alimentaire peut être pris sous forme de cycle dysfonctionnel ou en parallèle avec la matrice et où on va pouvoir enchaîner sur les autres comportements possibles qui sont donc en fonction des valeurs de la personne, d'authenticité, de respect de ses besoins ou bien les valeurs familiales. Et donc ce cahier comportemental permet la pleine conscience, la diffusion, de noter les pièges, par exemple les repas de famille, les repas à plusieurs, la relation à certaines personnes, et ça permet de retravailler ça en consultation. Et ça permet également un parallèle avec le cycle de Prochaska, donc en particulier dans la notion de rechute. Ça va nous permettre de normaliser la rechute, de la dédramatiser et de prendre l'enseignement de cette rechute. Autre outil à remplir chez eux. Imaginez une situation miraculeuse où tout ce pourquoi vous luttiez était enfin résolu. À faire aussi souvent que désiré, en plusieurs fois, à reprendre tranquillement chez soi. Et donc, ça serait de répondre à ces questions. Si tous mes problèmes étaient résolus, ce qui compterait vraiment pour moi, ce serait quoi? Qu'est-ce que je ferais dans ces choses qui compteraient vraiment pour moi? Quel genre d'homme, de femme je serais dans ces choses qui compteraient pour moi? Quels seraient mes comportements? Autre outil, choisir 2 à 3 valeurs et écrire pour elles des actions possibles à long terme, moyen terme et court terme. Et ça permet la mise en mouvement dans des actions, de s'engager dans des actions. Ça permet également de rédiger des objectifs et puis, les actions que l'on fait, de voir le chemin parcouru. Puis ça a un intérêt, c'est que les actions sont déclinées un peu en poupée russe, c'est-à-dire que pour tout objectif à long terme, eh bien, on va en décliner des actions à moyen terme et à court terme. Autre outil de mindfulness cette fois, c'est d'accepter les émotions. Donc c'est un petit peu un exercice d'hypnose, mais plus axé sur l'acceptation. Ça permet la diffusion. Il y a un lien sur YouTube en anglais, Accepting Emotions, d'après Russ Harris. Autre outil, les métaphores. Au cours de l'entretien, elle permet une meilleure compréhension de l'histoire
Et elle montre à travers une autre histoire que le changement est réalisable. Vraiment, ça remplace des tonnes de discours. Par exemple, le trou dans la route où, à force d'y tomber, on finit par se dire qu'on va passer à côté, ou voire même changer de route. Par exemple, durant les exercices de mindfulness, les feuilles qui flottent à la surface de l'eau, qui représentent les pensées, et qui s'écoulent avec la rivière. Et nous, on peut choisir de les lâcher du regard et de retourner à ce à quoi on était dans notre exercice de mindfulness. Autre exemple pour les enfants, le conte de Boucle d'or et des trois ours, et la petite fille qui choisit le petit bol, celui du petit ours, c'est celui qu'elle préfère. Autre métaphore, celle de Russ Harris avec le bateau et des monstres dans la cale, avec le lien sur YouTube. Donc souvent là, c'est visualisé au cabinet, enfin c'est regardé au cabinet. Et donc je leur traduis, puis on discute de ça. Autre outil, de trouver les solutions à court terme, long terme, et si elles vont vers mes valeurs pour un problème donné. Donc on écrit le problème et on note toutes les solutions possibles sous forme de tableau, avec court terme, long terme et valeurs. Et on finit par choisir une solution. Là, par exemple, c'est la maman fatiguée et le fils qui la sollicite. Autre outil, les livres qu'on conseille aux patients. Donc, on a les livres d'actes purement comme Le piège du bonheur de Russ Harris et de Faire face à la souffrance de Benjamin Schendorf. Également intéressant, qui est sur la schémathérapie, avec les schémas dysfonctionnels, donc Comment ne pas se gâcher la vie de Stéphanie Ahusso. Imparfait, libre et heureux de Christophe André. Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui est sur la communication non violente de Thomas Dansenbourg. Des livres sur le mindfulness, donc Où tu vas tuer de John Kabat-Zinn. Des livres avec CD sur le mindfulness comme Méditer pour ne plus déprimer ou Méditer jour après jour. Et un autre bouquin pour la réalisation des projets, La technique du succès. Ou un autre vieux bouquin, Les 4 accords Toltec. L'acte pour moi, eh bien, je l'ai découvert il y a 2 ans. Au début, j'utilisais par touche, et là, vraiment, j'utilise tout le temps, avec un très bon retour des patients. Alors, bien sûr, j'ai à approfondir mes connaissances. Et les résultats pour le patient, alors ils savent qu'il y aura un amincissement progressif, modéré, donc soit avec juste une stabilisation, ou soit une perte quand même conséquente. Mais il y a toujours de toute façon d'intérêt pour d'autres pôles de choses que la perte de poids, une meilleure estime de soi, et puis quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils se sentent vraiment maîtres de ça, c'est-à-dire ils n'ont pas peur que l'amincissement obtenu leur échappe. Puis s'ils trébuchent, ils reprennent là où ils en étaient ou avec un tout petit recul. Ils se relèvent très vite. Et il y a le plaisir à manger qui est là. Donc par rapport aux objectifs de départ, qui étaient donc de renforcer l'estime de soi, oui, diminuer la restriction cognitive, oui, avec la présence d'aliments qu'ils peuvent déguster alors qu'ils étaient tabous avant, et donc qui entraînaient à l'époque de la culpabilité. La reconnaissance des sensations de faim et satiété, oui, souvent, mais des difficultés souvent lors des sorties, des repas de groupe. Le fait de devenir gourmet, oui, et très souvent toute la famille mange mieux et apprécie. Et le fait d'avoir plus de projets dans sa vie, d'éclaircir ce qui a du sens, oui, souvent. Les effets complémentaires, c'est qu'ils sont décentrés du problème de poids, il y a un respect du corps, de soi, et il y a donc un comportement alimentaire qui est respectueux, et une qualité alimentaire améliorée. Et souvent, il y a une recherche de qualité globale, pas seulement dans l'assiette ou le goût, mais également dans les relations et dans le travail. En conclusion, je trouve que l'acte est un excellent outil de prise en charge de la prise de poids et des troubles du comportement alimentaire, très respectueux du patient. Le patient est acteur de sa vie et non victime, et sa vie prend un sens qui n'est plus basé que sur la minceur ou le surpoids. Et je tiens à remercier Benjamin Schendorf de m'avoir transmis ses enseignements et Russ Harris pour ses enseignements.
Et cette phrase que j'aime et qui est au dos de mes cartes de visite, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, d'Antoine de Saint-Exupéry. Je vous remercie.